C'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés et je pense que d'autres vont encore nous rejoindre. Je pense qu'on va commencer maintenant et on va faire un petit peu les présentations au départ. Ça laissera le temps à tous ceux qui vont arriver en cours de nous rejoindre et après on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, en fait, on va vous parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur. On va parler de l'avenir de nos jeunes et d'un beau projet qu'on est en train de monter donc avec la Fondation des apprentis d'Auteuil qu'on reçoit aujourd'hui. Et donc pour ce faire, je vais déjà vous présenter un petit peu les personnes qui composent ce panel speaker. Donc moi, je suis Guénelle, je travaille pour le Hibou, je suis la directrice marketing et communication et je suis accompagnée d'Héloïse, ici présente, qui est chargée de RSE chez nous. Et pour représenter les apprentis d'Auteuil, on va avoir Daphné, qui va nous présenter la fondation, et également Eric et Franck, qui vont nous présenter un petit peu plus en détail le dispositif qu'on va mettre en place avec les apprentis d'Auteuil et dans lequel vous pouvez bien sûr vous impliquer. Pour commencer, je vais vous dire quand même quelques mots sur le hibou. Peut-être que tout le monde ne nous connaît pas encore parfaitement. Donc, rapidement, le hibou, on est une marketplace. On met en relation des freelances qui sont experts dans le domaine de l'IT avec des entreprises qui ont des gros projets de transformation digitale. On a 6 ans d'existence. On est une société en hyper croissance. On va faire un petit peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année et on compte environ 70 collaborateurs qui sont répartis sur tout le territoire français. Là, on a notre siège à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris, mais on a également des bureaux à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon et prochainement, très prochainement, en Belgique également. Voilà, donc notre métier, en fait, c'est vraiment de valoriser la compétence et l'expertise. Et on avait envie de donner encore plus de sens à ce qu'on fait aujourd'hui et d'avoir un impact vraiment sur le long terme. Et on a fait cette belle rencontre avec les apprentis d'Auteuil qui nous ont expliqué un petit peu ce qu'ils faisaient et aujourd'hui le fait qu'ils souffraient peut-être d'un manque de compétences de leur côté sur des outils du numérique, sur le domaine de l'IT. Et voilà, et nous, on dispose de toutes ces forces vives déjà parmi les collaborateurs de Hibou, mais bien sûr grâce à notre réseau de freelance. Et donc, voilà, on s'est dit qu'on avait vraiment des choses à faire ensemble et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Daphné qui va nous présenter la Fondation des apprentis d'Auteuil. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Daphné Beau. Donc, je suis responsable mécénat et philanthropie pour la région de France. Donc, rapidement, la Fondation Apprentis d'Auteuil est une fondation qui a comme objectif, qui existe déjà depuis plus de 150 ans, et qui a comme objectif d'accompagner la jeunesse en difficulté. Donc, cette jeunesse, aujourd'hui, en moyenne, on est à 3 millions d'enfants, donc soit 1 sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté en France. 17% des jeunes quittent l'école sans diplôme ou avec au mieux le brevet, comme vous pouvez le dire. Et enfin, on se rend compte qu'on a 1,5 million de jeunes âgés entre 15 et 25 ans qui sont ce qu'on appelle des invisibles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'emploi, pas de diplôme, et en fait, ils sont à la fois sortis du système scolaire et ils sont sortis du système administratif, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas au pôle emploi ou encore moins sur des dispositifs type RSA ou etc. Nous, notre cœur de métier, c'est d'accompagner tous ces jeunes. Et la Fondation Apprentis d'Auteuil le fait au travers de 4 grands axes. Donc, la protection de l'enfance, que l'on fait c'est un service qu'on rend à l'État et plus particulièrement aux conseils départementaux. C'est-à-dire qu'on prend en charge les enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, par décision de justice ou administrative, et on les prend en charge entre 0 et 18 ans. Donc, ces enfants sont placés dans des maisons d'enfance à caractère social et on s'occupe d'eux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Le deuxième axe sur lequel nous œuvrons, c'est l'éducation et la scolarité. Donc, notre objectif, c'est que de l'école primaire jusqu'au lycée, on accompagne les jeunes en décrochage scolaire. Donc, en école primaire, ça peut être des enfants qui ont perdu confiance en eux, qui présentent
des troubles 10, type dyscalculie, dysorthographie, dyslexie, des troubles qui n'ont pas été détectés, qui les mettent en échec dans une classe souvent de 30 élèves où malheureusement l'enseignant ne peut pas être focus sur cet enfant-là. Donc l'enfant se met en échec, perd confiance en lui et ne veut plus aller à l'école. Donc par exemple sur l'école primaire, on a un dispositif au Vésinet, une école primaire qui ne fonctionne pas par classe, mais par niveau, enfin par classe à thème. Et dans cette classe à thème, on a foot, médiation canine, montagne, cuisine. Et en fait, au travers de ces thèmes-là, on va raccrocher les jeunes scolairement en leur redonnant confiance. Pour ces jeunes-là, c'est plus facile de faire de la géographie en parlant d'équipe de foot ou de faire des mathématiques en parlant de gâteau, en lisant une recette. C'est quelque chose qui leur parle le plus, qui va leur redonner confiance et qu'on va pouvoir réinsérer ensuite dans le système dit traditionnel. Après, nous avons des collèges et des lycées. Et la petite particularité, c'est qu'on a des équipes éducatives qui sont renforcées. Et surtout, on est sur un système, par exemple, sur le lycée professionnel, où on forme des jeunes sur des métiers dits en tension, où on sait pertinemment que derrière, il y a de l'employabilité. Par exemple, on va avoir service d'aide aux personnes et aux tertiaires, les métiers verts, donc les services d'aide aux personnes et aux tertiaires, ce qu'on appelle les SAPAC. Ce sont les personnes qui vont aller travailler ensuite dans les crèches ou dans les EHPAD. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment que ces jeunes retrouvent une place dans la société. Le troisième volet, c'est l'insertion professionnelle des 16-25 ans. Donc, c'est tous ceux qui sont sortis du système scolaire avec ou sans diplôme, puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est comment essayer de les remobiliser, de comprendre les barrières qui se sont mises entre eux et l'emploi ou la formation, et de faire un accompagnement social beaucoup plus renforcé. Donc, sur ce dispositif d'insertion professionnelle, on monte avec des entreprises des formations co-construites sur des secteurs en tension. Exemple, on monte un dispositif de conseiller vendeur en magasin en lien avec une grosse entreprise de centre commercial qui a besoin de répondre aux boutiques qui n'arrivent pas à embaucher. Donc nous, on va aller chercher ces jeunes-là, on va essayer de les remobiliser, on va faire tout l'accompagnement et la formation pour qu'ils deviennent de vrais conseillers vendeurs en magasin, et qu'ils aient un diplôme et qu'ils puissent être embauchés quasiment sur place. Et enfin, le dernier axe de la fondation, qui n'est pas des moindres, c'est l'accompagnement à la parentalité. Comment aider les familles, les parents dans leur rôle, qui ne se sentent pas isolés. On s'est rendu compte que dans des zones où il y a beaucoup de population, notamment les quartiers dits prioritaires de la ville, les familles se sentent isolées, ne trouvent pas forcément les solutions à leurs questions et n'osent pas aller voir des assistantes sociales ou autres parce qu'elles ont peur d'être stigmatisées. Et donc là, en l'occurrence, on monte des maisons des familles qui permettent qui sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 18h. Et les familles peuvent venir à tout moment pour prendre un café, pour échanger sur une difficulté, pour être accompagnées sur différents points. Ça, en Ile-de-France, tous ces dispositifs en Ile-de-France, c'est à peu près 8000 jeunes accompagnés sur 140 dispositifs. D'accord ? Sur toute la fondation, parce que là, on parle de la région Île-de-France, mais en fait, on est sur toute la France. En moyenne, on est sur 30 000 jeunes accompagnés avec leur famille, puisque Apprentis d'Auteuil estime qu'on ne peut rien faire sans la famille. Et ça représente à peu près 6400 collaborateurs. Et 1400 bénévoles. Et 1400 bénévoles, puisque Eric et Franck sont bénévoles au sein de la direction régionale. Chose importante à savoir, c'est que la Fondation Apprentis d'Auteuil est une fondation reconnue d'utilité publique. C'est-à-dire que en termes de budget dans les grandes lignes, on a 58% de financement public, donc qui sont
les conseils départementaux, l'enseignement, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Agriculture pour tous les métiers verts. On arrive à obtenir des fonds structurels européens. Et le reste, les 41% restants à notre charge, c'est ce qu'on appelle du mécénat, de la philanthropie et legs et libéralité. Le mécénat, pour faire vraiment la distinction entre ce que c'est que le mécénat et la philanthropie, le mécénat, c'est les entreprises qui s'engagent sur une cause, et alors que la philanthropie, c'est les particuliers. Donc après, on ne rentrera pas sur les sujets fiscaux parce que c'est pas intéressant et c'est pas l'endroit. Mais le mécénat aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous fait vivre et qui nous permet de monter des dispositifs et de tester des choses dans lesquelles on croit. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est la Touline, qui est un dispositif qui a pu être monté grâce à des mécènes. Ce sont les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qu'on continue à prendre en charge rapidement. Un enfant qui est placé par l'aide sociale à l'enfance, à 18 ans, le financement, enfin le conseil départemental s'arrête, son financement, et donc il est sorti des effectifs des maisons d'enfance à caractère social. Apprenti d'Auteuil sait, et elle le sait depuis le début, puisque dans les statuts au moment de la création, c'est marqué que quel que soit le besoin, Apprenti d'Auteuil sera toujours là pour répondre. Et aujourd'hui, ça se voit. On a des jeunes, des anciens qui ont 90 ans, qui ont du mal à faire une déclaration d'impôt sur Internet. Et ben, ils appellent la fondation, il y a quelqu'un qui va les accompagner là-dessus. D'accord ? Ce dispositif La Touline, c'est un dispositif qui a été monté il y a 3 ans, qui a fait ses preuves. C'est que, et ça répond à une problématique, on se rend compte que les gens qui sont à la rue sont, pour les 3/4, des personnes qui sont sorties de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 18 ans et à qui on a demandé de trouver un travail, un logement et de s'insérer dans la société. Sauf qu'on le sait tous, à 18 ans, c'est toujours très complexe de pouvoir faire ça, surtout quand derrière, on n'a pas une structure familiale qui nous permet de pouvoir le faire. Donc, Apprenti d'Auteuil a monté ce dispositif de Touline, qui est qu'on accompagne les jeunes jusqu'à 21 ans, même plus, après ça dépend des cas, et qu'on continue cet accompagnement social. Et ça a pu être réalisé grâce à des mécènes. On a pu faire des mesures d'impact. Et aujourd'hui, on va voir près des conseils départementaux et des services de l'État pour dire, regardez, ça fonctionne. Si vous voulez moins de gens dans la précarité, il faut continuer à accompagner ces jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Et ça, c'est rendu possible parce qu'il y a des entreprises qui nous ont dit, oui, on croit, on sait que vous êtes des professionnels du secteur, on croit que, on veut croire dans votre projet, on va vous financer. Et deuxième exemple qui va, je pense, plus vous parler, donc je vous ai dit que ça faisait plus de 150 ans qu'on existe. Bah, notre réseau informatique et notre pédagogie, alors elle n'a pas 150 ans notre pédagogie, hein. On est assez innovant. Par contre, tout ce qui est en lien avec l'informatique, on est très 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 loin. Résultat des courses, pour la petite histoire, pendant le confinement, on s'est rendu compte que beaucoup de professeurs, notamment, n'avaient pas d'ordinateur et ne savaient pas se travailler sa pédagogie au travers d'un écran. C'était quelque chose qui leur faisait très peur. Ils pensaient ne pas y arriver. C'était vraiment, ils étaient à milieu de ça. Sans compter toutes les familles qui sont en fracture numérique. On en a beaucoup parlé pendant le confinement. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, mais il y a une fracture numérique qui fait que aujourd'hui, c'est bête, hein, mais si on n'a pas d'ordinateur pour rédiger un CV, pour trouver des offres d'emploi, on est quand même vraiment coupé de ça. Et pour la petite anecdote, pendant le confinement, on a eu un don d'ordinateur que j'ai été déposer dans des établissements. Et à la sortie du confinement, quand j'ai été voir les établissements, en disant alors, les ordinateurs, en fait, le directeur était ravi de m'ouvrir le placard et de dire ils sont tous là. Ils n'ont pas servi. Ah non, parce qu'en fait, on n'a pas réussi à les connecter, parce qu'en fait, on ne savait pas comment faire, parce que. Et là, en fait, on s'est rendu compte que donner des ordinateurs, c'était pas une solution. Et qu'il fallait qu'on réfléchisse en amont à tout ce projet-là. Et on a eu une entreprise qui nous a accompagnés sur un établissement. Donc, je vous ai dit qu'on avait 140 établissements en Île-de-France. C'était un peu le test.
qui est arrivé, à qui on a dit super, on a envie de faire du numérique, c'est bon, dans 6 mois on est prêt. Et ils nous ont regardé en disant alors non, en fait, dans 6 mois on sera pas prêt. On va d'abord faire un diagnostic, on va mettre tous les collaborateurs autour de la table, on va voir un peu l'état des lieux. Donc, il y a des endroits où on s'est rendu compte qu'on était quand même en zone blanche, c'est limite si on n'a pas la DSL. Donc il y a vraiment un gros sujet là-dessus, et grâce à une entreprise, et j'espère peut-être que vous prendrez part à ce projet-là, on arrive à faire avancer la fondation. On arrive à mobiliser cette énorme structure qu'est la Fondation Apprentis d'Auteuil, et à amener les équipes éducatives avec nous. Et ça, c'est le plus important parce qu'on ne peut rien faire sans eux. Et donc, le fait pour cette petite anecdote avec cet établissement et cette entreprise, bah, ils nous ont accompagnés sur tout le diagnostic. Ils ont dit, achetez pas par rapport à ce que vous voulez faire, achetez pas cet ordinateur. Ils ont su parler aux familles qui voyaient arriver des tablettes chez eux en disant, mais attendez, moi, mon gamin, il est hors de question qu'il ait une tablette à la maison, court ou pas court, enfin voilà, tout cet imaginaire. Et aujourd'hui, c'est un établissement qui est en phase de finalisation sur son dispositif informatique. Mais on a encore beaucoup, vraiment sincèrement, beaucoup de chemin à parcourir sur ce secteur-là. Donc ça, en l'occurrence, c'est plus Eric et Franck qui vont vous présenter le projet sur lequel ils ont Je voulais juste, du coup, merci en tout cas Daphné pour la présentation de la fondation. Et avant qu'on rentre un petit peu dans le détail du dispositif, moi je voulais juste apporter un témoignage un petit peu personnel en fait, puisque du coup j'ai dans ma famille une belle expérience avec les apprentis d'Auteuil, et ça illustre tout à fait ton propos Daphné, et l'action que vous pouvez mener. En fait, moi j'ai un neveu qui est passé par les apprentis d'Auteuil à l'époque où il était au collège, et en fait c'est un enfant qui à l'époque n'était pas vraiment en échec scolaire. Scolairement, ça allait plutôt bien, mais en fait, il refusait complètement le système qu'on lui proposait. Il refusait l'autorité des enseignants, etc. Il était devenu vraiment ingérable, et plus aucun établissement voilà, voulait le recevoir en ces lieux. Les parents un peu démunis ont cherché des solutions, et du coup, ils ont rencontré la fondation. Et leur fils est rentré donc dans un internat. Alors, je ne sais plus dans quel établissement il était, mais il était donc aux apprentis d'Auteuil pendant 2 ans, avec un cursus, je crois qu'il faisait football en même temps. Et le fait de faire du sport, etc., et puis tout l'encadrement qu'il a eu, ça l'a vraiment remis sur le bon chemin. Et derrière, il a très, très bien rebondi, puisqu'il a enchaîné sur une seconde générale. Voilà, il a eu son bac, et ça allait de mieux en mieux. Et après, il a fait une classe prépa, il a fait maths sup, maths spé, et il est rentré en école d'ingénieur. Et aujourd'hui, en fait, j'aurais bien aimé qu'il puisse intervenir, mais il est en échange universitaire en Corée. Et voilà, donc il va finir ses études en Corée. Et ce qu'il nous dit, c'est voilà, dès que je reviens en France, bien sûr, je donnerai du temps à la fondation, parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup apporté, et j'en serais pas là s'ils n'avaient pas été là pour moi. Et en plus, voilà, c'est un futur profil IT, donc qui pourra vous apporter les compétences certainement dont vous avez besoin aujourd'hui. Voilà, donc c'est une belle success story, et vraiment, on voit que vous faites tout pour que les jeunes qui sont sortis en effet de ce système, ou qui ne s'y retrouvent pas, puissent reprendre le goût de l'école, et suivre une belle formation derrière. Oui, merci de ce témoignage, parce que effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir remettre les jeunes dans un parcours qui leur convient. L'idée, c'est quand on rentre à Auteuil, on reste pas à Auteuil. On essaye justement de replacer ces jeunes, quand on sent que c'est possible, dans des parcours plus standards. C'est un peu cette philosophie. Sur la scolarité, l'insertion professionnelle, en effet, l'objectif, c'est qu'ils restent pas. On n'a pas vocation à les garder. On veut qu'ils partent le plus vite de chez nous, parce que ça veut dire qu'on a réussi notre mission. Et donc voilà. Est-ce que vous avez des questions Non, et peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin et présenter maintenant éventuellement ce à quoi on a songé, ou peut-être sur la fondation.
Pour l'instant, on n'a pas forcément de questions sur la fondation, donc on peut enchaîner. Si les questions viennent, surtout n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y répondra à la fin avec grand plaisir. Très bien. Très bien. Et donc voilà, en fait, en rencontrant l'équipe du Hibou, en fait, on s'est dit que il y avait certainement des possibilités à travers cette belle rencontre de trouver un match. Et on a réfléchi en fait en proposant potentiellement en exprimant en quelque sorte deux types de besoins spécifiques. D'abord, un premier besoin qui est un besoin d'accompagnement auprès des équipes de professeurs et d'éducateurs. On s'est rendu compte, notamment dans cette phase du confinement, que pour certains, les formations assez simples autour des modules classiques d'Office ou même je dirais, les petites formations d'outils d'animation ou pour rendre les enseignements un peu plus vivants, ou même la gestion de classe à travers des Zooms ou des Teams, était quelque chose qui, en tout cas, nécessitait un peu d'accompagnement je dirais, de vulgarisation. Et on s'est rendu compte notamment que dans le monde éducatif, euh, faire sortir un prof de sa zone de confort, c'est-à-dire sortir de ses cours pour lui proposer une version digitale, c'est parfois le mettre un peu en danger. Et donc, c'était quelque chose, en tout cas, on s'est vite rendu compte que l'accompagnement de l'équipe pouvait être vraiment important pour le permettre, justement, je dirais, aux équipes de se sentir à l'aise. On a, dans un premier temps, imaginé que on aurait 3 établissements qui pourraient servir un peu de bêta-testeurs pour envisager ensuite peut-être une extension et une approche un peu plus globale et sur l'ensemble des territoires de France. Oui, sur cet accompagnement, ce qu'on imaginait, c'est qu'il y ait des experts qui puissent animer des rencontres sur une base à définir, mais peut-être une fois par trimestre ou une fois par mois plutôt, avec un groupe de professeurs et puis d'éducateurs et partager sur des meilleures pratiques. Et l'idée peut-être, c'est qu'une partie de ces rencontres se fasse en présentiel, puisqu'il nous semble vraiment très important que le contact physique se fasse, puisque ces professeurs sont parfois un petit peu éloignés du monde de l'informatique. Donc ces formations pourraient être à la fois sur site au départ, puis ensuite, une fois qu'ils auraient été un peu plus affranchis, en distanciel. Voilà, alors ça c'était la première étape qui est une étape un peu au service des équipes, en tout cas éducatives et des enseignants. On a aussi pensé que compte tenu de la population de consultants qu'on retrouve au sein de la plateforme, on s'est aussi dit que dans le fond, la fondation dans son ensemble pourrait bénéficier aussi d'un peu de pro bono pour accompagner la direction des systèmes d'information. On a essayé de lister quelques idées, ou quelques études qui pourraient être réalisées ou quelques accompagnements qui pourraient être faits. Ça peut être bien sûr largement plus exhaustif. On n'a pas voulu faire une liste, un inventaire à l'après-vert, mais on s'est dit que parmi les études qui pourraient, je dirais, être aidées, nos équipes pourraient être aidées notamment dans tout ce qui est migration de Cognos vers Power BI, sous format d'une étude globale ou plus introductive pour identifier un peu les thèmes et suivre peut-être quelques petits projets modulables. On pense notamment qu'on pourrait bénéficier aussi d'expertise en développement PHP, ou aussi aider la direction financière dans l'expression des besoins, je dirais, de tableaux de bord et d'outils de gestion. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'autres sujets sur lesquels on est en capacité en fonction des disponibilités, et de l'actualité, de solliciter la bienveillance et l'aide de consultants. Voilà. Je pense que ce qui est important, juste peut-être pour terminer sur ces deux expressions de besoin, c'est que Daphné vous l'a dit, il y a 30 000 jeunes accompagnés avec des physionomies et de besoins qui sont vraiment très différents. Hein. On démarre avec de l'école primaire, de l'accompagnement en foyer,
du collège, du lycée professionnel, de l'insertion, des programmes de remobilisation. Et je pense que quelque part dans ce panel d'activités, il y a vraiment de la place pour des gens qui ont un peu de temps à accorder, à donner. Et je pense que c'est une chance unique d'aller à la rencontre, hein, et de rencontrer à la fois des professionnels qui sont engagés au service de la jeunesse. Et je pense que ce thème-là, c'est vraiment le thème important à relever. Voilà. Si on parlait un petit peu de timing, donc on avait imaginé pouvoir démarrer concrètement à l'issue des vacances de la Toussaint, c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça, en effet. L'idée, c'est pour la partie collège, c'est pouvoir lancer des groupes de travail à la rentrée des vacances de la Toussaint. Et pour la DSI, pareil, c'est participer à des projets dans ce même créneau. Voilà. Ok. Et je Et peux peut-être préciser aussi que vraisemblablement, l'engagement pour accompagner je dirais, les équipes éducatives et d'enseignants est peut-être un petit peu plus, le besoin est peut-être sur une durée un tout petit peu plus longue, parce qu'il y a toute cette phase un petit peu de connaissance, de compréhension, je dirais, et de l'expression du besoin. Je pense que on n'est pas dans le monde de l'entreprise quand on arrive dans les équipes éducatives et d'enseignement. Même exprimer le besoin, par moments, c'est compliqué. Et je pense qu'il faut peut-être comprendre cet engagement, peut-être sur une durée qui soit, c'est pas nécessairement toutes les semaines, c'est quelque chose qui peut être tous les mois ou quelque chose d'un petit peu, mais qui a besoin d'être un peu régulier sur une certaine période. On a tendance à dire que chez nous, l'année scolaire est un bon paradigme, c'est-à-dire que, en gros, quand on parle après la Toussaint, en fait, ça a permis aux équipes de se mettre en route pour lancer l'année. Et ça laisse en fait un créneau qui va de la Toussaint jusqu'au mois de mai, ou sur lequel, en fait, à mon avis, si les enseignants ou les équipes éducatives pouvaient être un peu aidés, accompagnés, qu'on leur lève un peu les freins à la fois psychologiques et techniques de l'utilisation de ces outils. Mais c'est vrai que ça serait intéressant que cet engagement soit un petit peu plus sur la durée. À contrario, je pense que les besoins d'expertise digitale auprès de la DSI, à mon avis, on rentre plus dans la fourniture de temps avec des missions qui sont peut-être plus ramassées sur le temps et qui peuvent être, pour le coup, être complètement réalisées en distanciel. Et je pense que c'est vrai que c'est un sujet qui est probablement à appréhender de manière un petit peu différente. Voilà. Après, on restera à disposition pour élaborer plus avant. Pour ceux qui voudraient aller un peu plus dans les détails, on restera à disposition pour vous traduire un peu plus ces éléments. ok. Donc en fait, on comprend qu'il y a deux formes aujourd'hui possibles d'engagement. La première dans un premier temps, le personnel éducatif et pédagogique pour leur permettre de mieux maîtriser les outils numériques, les outils Office, etc. Puisque voilà, Daphné le racontait, vous êtes trouvé dans des situations un peu terribles lors des premiers confinements. Et ça nécessite en effet quand même un engagement un peu régulier sur une certaine période pour mener à bien ces formations. Et alors d'abord en région parisienne, hein, c'est bien ça, sur quelques sites Oui. de la région parisienne, et qu'on pourra étendre par la suite sur des sites aussi en province, puisqu'on a aussi beaucoup de membres, nous, le Hibou en province, qui auraient envie de s'investir dans le projet. Donc ça viendra très vite, très rapidement derrière. Et donc la deuxième forme d'engagement, donc c'est auprès de la DSI, auprès du siège de la fondation, sur des projets que je pense nos consultants IT connaissent parfaitement. C'est un peu leur métier du quotidien. Et là, voilà, ça peut se faire sur un rythme, voilà, un peu plus dans la durée, peut-être un petit peu plus décousu aussi, en fonction du temps dont chacun peut disposer. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous exposer ces deux types d'engagement.
Chacun peut s'engager à son niveau, quand il veut, quand il peut, sur le rythme qui convient à chacun. Mais nous, ça nous tient vraiment à cœur pour que, en effet, ces jeunes aient tous les outils nécessaires, toutes les armes nécessaires pour être bien formés et être bien armés pour affronter la suite et donc bien sûr apprendre un métier. Est-ce que certaines personnes ont peut-être des questions? En tout cas, je vois qu'il y en a qui ont déjà émis des velléités d'aider sur sur du PHP, sur des outils informatiques et autres. Donc c'est super. On a Héloïse ici présente, donc qui fera la coordinatrice du projet et qui va d'ailleurs vous diffuser dans le chat un petit lien, Héloïse, si tu peux le mettre. On a prévu un petit questionnaire si vous voulez déjà nous donner à chaud votre envie de participer, sur quelle forme, sur quel rythme, etc. Et on va très vite recueillir un petit peu comme ça les envies de chacun pour mettre ça en place, comme on le disait, dès maintenant, dès ce mois d'octobre, pour être prêt à démarrer à l'issue des vacances de la Toussaint. Donc, ce sera début novembre. Très bien. Génial. Merci beaucoup. C'est un beau Alors, projet. je vois qu'il y a des personnes qui suggèrent qu'on publie aussi des besoins sur la plateforme Le Hibou. C'est une bonne idée. Je pense qu'on peut, on pourrait le faire également. C'est super. On va recommuniquer dessus aussi parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui à ce webinaire et qui attendent qu'on envoie le replay. Donc, on va renvoyer le replay. On va réexpliquer aussi par mail les types d'engagement qui sont possibles. Avec ce temps 1, on a dit plutôt sur l'Île-de-France et après ce temps 2 où on pourra étendre un petit peu l'action sur tout le territoire français. Mais on communiquera très régulièrement auprès de la communauté des freelances sur le sujet parce qu'on a envie que ça avance, on a envie que ça se concrétise vraiment et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie aussi d'avoir un impact dans ce qu'ils font au quotidien. Et là, c'est vraiment une belle opportunité. Super. Je ne sais pas si tu as vu, Héloïse, des questions passer, parce que je ne vois pas tout au fur et à mesure. Pas de questions à proprement parler. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le bon moment. Voilà. Peut-être que tu peux aussi donner une adresse mail, Héloïse, si jamais des personnes ont des questions vraiment particulières, etc., qui n'osent pas les poser ici. Vous pouvez aussi nous contacter directement. On y répondra avec plaisir. Et là, on a aussi les coordonnées de Daphné aux apprentis d'Auteuil directement. Donc, vous pouvez contacter Daphné, bien sûr. Vous pouvez nous contacter, nous, le hibou. Et bien sûr, on vous répondra avec plaisir à toutes vos questions. Donc, si on n'a pas plus de questions, alors il y en a qui voulaient savoir combien de personnes assistaient aujourd'hui. On avait un peu plus de 30 personnes inscrites. On ne voit pas le total, mais il me semble qu'on a une vingtaine de personnes connectées sur le webinar. Mais d'autres personnes nous ont dit qu'elles ne pouvaient pas assister aujourd'hui et qu'elles étaient quand même très intéressées par le projet. Et si toutefois certaines personnes ont eu des problèmes de connexion, on renverra le replay à tout le monde. Merci beaucoup aux apprentis d'Auteuil. Merci Daphné, merci Franck, merci Eric. Merci Héloïse aussi. Merci pour vos explications, pour votre présence. Donc, on met le projet sur des bons rails et on se donne très rapidement des nouvelles pour voir les premiers engagements et les premières actions. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.